Des pyramides de Giza au taureau ailé de Nimrod, de la colonie romaine de Timgad au nombril du monde à Delphes, du Machu Picchu à Petra. J'ai rencontré Agatha Christie, Indiana Jones, la Malinche et la Pitti. Mon enfance a été jalonnée de voyages. Aujourd'hui, je voyage dans mon enfance, et sans bouger du divan. Les civilisations disparues sont devenues les peuples de mon inconscient. J'explore les continents de mes pensées et visite les royaumes de mes émotions. Celui de la peur est au moins aussi grand que l'Australie. Le sillonner prend du temps, et il ne dévoile pas ses mystères si facilement. Il m'est pourtant si familier. Quand on a appris la peur, on est marqué, et il est difficile de l'oublier. Et quand on prend conscience qu'on nous en a sûrement transmis une partie non négligeable, on a, bien sûr, peur de la transmettre à notre tour. On anticipe la culpabilité maternelle avec laquelle il faudra peut-être composer. Et on replonge de plus belle dans son enfance, dans l'espoir d'y repérer des épaves abritant des coffres. Des coffres dans lesquels on espère trouver des clés ou des codes à déchiffrer. On rêve de percer le mystère qui nous éclairerait la voie de la rédemption. On rêve d'oublier qu'on a peur et de reprendre l'aventure là où on en était, avant. Mais non, c'est faux. Ce qu'on veut, c'est avancer. Et donc comprendre ce qui nous est resté en travers de la gorge. On ne veut pas oublier, on veut juste s'améliorer et se dire que la peur, en tout cas la nôtre, restera avec nous, qu'on ne la refilera pas. Ce serait ma hantise si je devais un jour devenir mère. J'imagine que beaucoup de futurs parents se posent des questions sur ce qu'ils vont transmettre à leurs enfants. Ce qu'ils ont de meilleur, mais aussi, inévitablement, une partie moins glorieuse de leur bagage. Cette peur d'une transmission potentiellement problématique, j'ai voulu la creuser un peu, et avec elle d'autres peurs liées à la maternité et qui ne concernent pas que moi. Après tout, dans un monde d'inégalités, de violences, de maladies, de conflits, d'injustices, de raréfaction des ressources et de crise écologique, comment est-il seulement possible de ne pas avoir peur ? Comment est-il d'ailleurs possible d'avoir envie d'y amener une nouvelle vie dans ce monde ? Sans doute pas la rationalité la plus pure en tout cas. Tout comme la peur, le désir ne s'embarrasse pas nécessairement de la raison. Aucun jugement, je constate, c'est tout. C'est un couple d'anti-héroïnes comme on en fait peu que je reçois aujourd'hui. Amoureuses depuis de nombreuses années, Nour et Zena se préparent à accueillir dans quelques mois la deuxième personne qui chamboulera à jamais leur vie respective. Celle qui changera radicalement l'existence qu'elles se sont construites jusqu'ici à deux. Celle qui donnera une nouvelle orientation à leur engagement. Leur bonheur n'est pas dénué d'appréhension et d'angoisse. J'ai voulu creuser un peu avec elles les peurs liées à leur maternité à venir. Bienvenue dans Anti-Héroïne, le podcast artisanal qui décortique les peurs ordinaires. Petite pause avant d'entrer dans le vif du sujet. L'enquête sur la peur d'Anti-Héroïne se nourrit de vos retours et des étoiles que vous donnez aux épisodes sur votre application de podcast. Alors n'hésitez pas à en mettre le plus possible et à suivre les actualités du podcast sur le compte Instagram antihéroïne.podcast. Je vous invite aussi à me proposer des sujets ou des témoignages pour de prochains épisodes. Merci pour votre soutien. J'ai le plaisir d'accueillir dans Anti-Héroïne mes amis Zena et Nour. Bonsoir Nour. Bonsoir. Bonsoir Zena. Bonsoir. Bienvenue dans Anti-Héroïne. Alors j'ai une première question pour vous deux. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir peur, l'une et l'autre ? Et si oui, de quoi et dans quelles circonstances ? Oui, d'avoir peur, bien sûr. Je pense que la peur est une partie intégrante de chacun d'entre nous. Oui, moi j'ai des peurs, des phobies, on peut qualifier ça de phobie. Après, voilà, ça va vous sembler drôle, c'est des peurs un peu classiques, d'insectes, des cafards par exemple. J'ai le vertige, donc la peur de tomber, la peur des hauteurs en fait, d'être dans des endroits en hauteur. La peur aussi par rapport aux gens que j'aime le plus, donc par rapport à mes proches, quand il s'agit de mes proches, ma famille. Oui, je suis un peu angoissée, j'ai un côté un peu maman poule, que ce soit pour mon frère, pour ma sœur, pour ma mère.
pour ma compagne. Donc voilà, quand c'est ce petit cercle-là, oui, je peux dire que j'ai peur. Côté maman poule, mais par contre, s'il y a un cafard, c'est pas toi qui vas aller l'écraser. Ah non, c'est sûr, c'est sûr, ça sera pas moi, il y aura plus personne. Je comprends. Et toi, Nour, est-ce qu'il t'arrive d'avoir peur ? Oui, moi j'ai rejoint Zéna, en effet. Je pense que la peur fait partie intégrante de l'homme. Donc il m'arrive d'avoir peur. Après, c'est vrai que moi, la peur, elle est plus dirigée vers moi-même. C'est-à-dire, j'ai peur, pas de ce qui peut m'arriver, mais de pas pouvoir contrôler les choses, en fait. Et pas tellement les choses qui m'arrivent de façon extérieure, aussi l'extérieur, bien sûr, mais plus si jamais je peux pas me contrôler moi, physiquement, par exemple. Et au-delà de ça, ma peur la plus grande, par exemple, c'est si jamais un jour j'ai pas le contrôle de mon esprit, par exemple. Et donc ça, c'est une peur que j'ai, qui est peut-être un peu débile, mais aucune peur n'est débile. En tout cas, pas dans cette émission. C'est la peur de perdre contrôle sur soi, en fait, sur son esprit, sur ses pensées, et puis de la peur de plus avoir de maîtrise physique. C'est vrai que j'ai une santé un peu fragile par ailleurs, ça vient peut-être aussi de là. C'est tout à fait possible. Donc tu dirais que tu te qualifierais plutôt de contrôle fric, comme on dit. Ouais, oui, peut-être, oui. Non, parce qu'il y a des habitués dans ce podcast, donc c'est pour ça. Ok. Est-ce que vous diriez que vous aimez avoir peur ou vous faire peur ? Et si oui, de quoi ou comment ? En fait, je pense que c'est bien d'avoir peur aussi. Moi, j'aime bien me faire peur parce que ça me rassure. Il y a une partie en moi qui est rassurée une fois que j'ai la réponse. Je me fais un peu des frayeurs. J'ai pas d'exemple concret, mais pour revenir à la famille, par exemple, si je m'inquiète, si j'ai peur, je suis capable d'appeler mon frère ou ma mère qui vivent à plusieurs milliers de bornes loin de moi, donc juste pour être sûr que ça va bien. Oui, en soi, je pense que ça me rassure. La peur, ça me donne comme une sorte de but ou d'objectif. Je ne saurais pas vraiment l'expliquer, mais oui, c'est une peur un peu provoquée par moi-même, que moi je provoque et qui me réconforte d'une certaine manière. Après, j'aime bien aussi faire peur. Ça, c'est mon côté un peu sadique. Donc, comment tu fais peur, du coup ? Non, j'aime bien venir un peu en douce derrière quelqu'un. Non, mais bon, c'est pour rire. Mais, je subis. Ouais. Je suppose que t'adores, Nour. C'est... Pas vraiment. Mais tu supportes quand même. Enfin, tu subis quand même. En plus, elle a peur quand elle me fait peur, mais elle continue à me faire peur. Mais parce qu'en fait, je suis à chaque fois surprise de sa réaction, et à chaque fois, la réaction est encore plus importante. Et donc elle continue. Ouais, c'est un peu... Donc toi, tu prends du plaisir à ça, quand même. Il y a un petit côté, je l'ai dit, je l'avoue, il y a un petit côté sadique là-dedans. Que tu assumes. Que j'assume. Mais parce que je veux voir jusqu'où ça irait. Jusqu'à la crise cardiaque, peut-être ? Non. Ah, quand même pas. Quand même. Et toi, Nour, alors ? Est-ce que tu aimes avoir peur ou te faire peur ? Pendant de nombreuses années, j'ai adoré les films d'horreur. Par contre, je ne saurais pas expliquer pourquoi. Mais donc oui, j'aime beaucoup. Après, là, de moins en moins les films, mais toujours les livres. Par contre, je lis beaucoup de Stephen King, par exemple. Ce genre de choses. Donc, et puis, je préfère les livres. Je trouve qu'il y a plus d'imagination. Donc, c'est que quelque part, je dois aimer cet aspect-là, sans pouvoir l'expliquer. Mais je n'aime pas faire peur. D'accord. Et puis t'aimes pas trop qu'on te fasse peur de manière involontaire, en fait. Voilà, consommer, que ce soit du cinéma, de la littérature, ça va parce que tu le choisis, mais par contre t'aimes pas subir. Ouais. Et t'aimes pas non plus faire peur à d'autres personnes. Non. C'est normal, en général on fait pas trop aux autres ce qu'on n'aime pas qu'on nous fasse. Enfin, en tout cas, c'est ma vision des choses. Sauf si on est sadique, mais ça c'est... Je sais pas, moi j'ai jamais vraiment peur en fait, même quand je sursaute, je ne sursaute pas, il n'y a pas de réaction en fait. J'ai peur, oui, mais c'est contenu. T'es du genre à être tétanisé quand t'as peur, tu réagis pas. Mais c'est ce qui m'arrive en fait,
Ouais, non, même pas tétanisé, parce que tétanisé, je le suis quand, par exemple, je fais du trekking et je regarde derrière moi et que je vois qu'en fait, on est à une certaine altitude et que je vois, il y a l'appel du vide. Là, je suis tétanisée et là, je peux t'assurer que je serai clouée au sol. Et personne ne peut me toucher, personne ne peut m'approcher, personne ne peut me parler. Il faut que j'ai mon espace et que je puisse revenir, redescendre à mon rythme en fait. Mais oui, je sais pas, peut-être que j'intériorise quand quelqu'un me fait peur et du coup ça se sent pas, ça se voit pas et à un moment donné ils arrêtent de me faire peur parce que du coup il n'y a pas de réaction. Comment est-ce que vous gérez la peur ? Nour peut-être, pour commencer ? Comment tu gères la peur ? Comment tu penses la gérer ? Ou si tu la gères d'ailleurs, parce qu'il y en a qui disent qu'ils la gèrent pas. Je pense que je la gère pas. Non, je pense que je la refoule. En fait, quand la peur vient, j'essaie de la refouler. Enfin, l'oublier en fait. Pas me concentrer dessus, puisque plus je vais me concentrer dessus, plus je vais être angoissée. Plus mon cœur va battre. Donc je vais tout faire pour penser à autre chose et l'éviter. Donc je pense que je ne la gère pas en ce sens. Si je l'évite, ouais. Ok. Et toi, Zena ? J'ai jamais réfléchi à la question en soi. C'est bien, ça. Dans Anti-Héroïne, on réfléchit aussi. Ça me rassure. Non, mais en fait, oui, j'intériorise un tout petit peu, mais je suis pas dans la réaction directe comme ce que je disais tout à l'heure. Donc oui, je pense qu'il y a un côté où j'analyse la chose, j'essaie de prendre du recul et bizarrement, quand il s'agit de grosses frayeurs, d'habitude, je suis plutôt calme par rapport à mon tempérament qui ne l'est pas vraiment. Quand il y a quelque chose vraiment qui fasse peur, ou une urgence, ou je sais pas, ou une situation dans laquelle faut réagir, d'habitude j'arrive à prendre du recul, à me poser les bonnes questions et à faire à prendre les bonnes décisions. Donc tu as une bonne tolérance au stress, on pourrait dire. Oui, le stress, oui. Après, ça dépend. À nouveau, si ça touche mes phobies que j'ai énumérées tout à l'heure, là, il n'y a plus de raison, Là, je suis plus du tout dans la raison. Tu réagis pas ? Si, justement, je réagis, mais j'ai besoin de mon espace. Pareil, quand il y a des cafards, c'est débile à dire, mais je ne rentre plus du tout dans la pièce pendant assez longtemps. Et tu prends la fuite ? Sur le moment. Là, pour le coup, je prends la fuite pour les cafards, mais parce qu'il y a quelque chose qui est un peu viscéral là-dedans, je sais pas, c'est quelque chose c'est de la peur et c'est du dégoût, je ne sais pas, c'est un mélange de plusieurs choses, donc du coup, oui, je n'arrive pas. Et alors finalement, comment est-ce que vous définiriez votre rapport à la peur ? La peur, pour moi, c'est obligé qu'elle soit là, c'est obligé qu'elle fasse partie de moi. C'est même positif qu'elle soit là parce qu'il y a quand même quelque chose en moi qui me motive à aller de l'avant, qui me motive à réfléchir, à prendre du recul. Donc la peur est essentielle. Et pour moi, je pense que je la contrôle et c'est peut-être pour ça que je relativise beaucoup et que j'ai pas de problème avec la peur. Et je vois le côté peut-être positif de la peur. Mais je comprends que, par exemple, pour d'autres personnes, la peur peut être quelque chose de très négatif, surtout si la peur prend le dessus au quotidien, dans la vie de la personne. Donc oui, mais c'est pas mon cas, en tout cas. Très bien. Et toi, Nour, qu'est-ce que t'en penses ? Je pense que j'ai peur de la peur. Ouais, je ferai tout pour l'éviter. Bienvenue au club des névrosés de la peur. Je te connais pas comme ça, hein. Non, puis après ça peut être paradoxal, parce que tout à l'heure j'ai dit que j'aimais bien les livres, mais les livres, voilà, comme tu l'as dit, c'est quelque chose que je peux contrôler. On va passer maintenant aux peurs liées à la maternité. Moi, j'ai une première question pour vous, parce que ça m'intrigue. D'où est-ce que vous est venu votre désir d'enfant ?
Qu'est-ce qui vous attirait et vous attire tant, en fait, dans la maternité ? En soi, moi, je me suis jamais posé la question, en fait. J'ai jamais pensé à la question comme ça. Je sais qu'au début de notre relation, on était toutes les deux jeunes. On est toutes les deux solitaires à la base. On avait une vision du monde aussi un peu pessimiste. Bon, je parle pour moi, mais tu me corrigeras. Donc, on voulait, au tout début, on voulait pas avoir d'enfants. On voulait pas vraiment de la maternité, mais c'était vraiment juste le début, genre la première année, les premiers mois. On en parlait comme ça dans l'absolu, parce qu'en fait, notre relation est bizarre. En fait, on s'est retrouvés et depuis, on s'est plus jamais quittés. Et tout était très fluide, tout était très, en tout cas entre nous, pas tout ce qui était autour, non. Mais entre nous, ça se passait très bien. Et du coup, on se projetait à l'avenir, donc et on se voyait déjà à l'avenir avec ou sans enfants. Donc voilà, on parlait déjà de toutes ces choses-là. Et oui, pour rigoler, au début, on disait qu'on voulait pas d'enfants, qu'il y avait déjà assez de personnes dans ce monde, donc fallait peut-être essayer d'adopter ou voilà, d'aider quelqu'un qui est déjà sur cette terre et ne pas en rajouter. Après, avec le temps, l'idée s'est faite d'elle-même et on s'était même plus posé la question. Et corrige-moi sinon. Non, mais c'est vrai qu'au début, on a eu cette discussion, on a dit toutes les deux qu'on ne voulait pas d'enfants, parce que le monde était fou, quoi, était déjà jetarde comme il était, puis que tout allait mal, que c'est le réchauffement, enfin c'est tout, quoi, tous les problèmes de nous étaient négatifs. Et puis en fait, ce qui a changé, c'est juste nous, c'est le fait d'être ensemble. Ouais, c'est ça. Et puis c'est venu sans réflexion en fait. On est parti de on veut pas avoir d'enfants à on veut construire quelque chose ensemble. En fait, on veut une famille ensemble. Donc c'est vraiment le couple, c'est vraiment notre histoire d'amour qui a fait que. Plus que la maternité, on s'est pas tellement posé de questions sur la maternité en soi, mais sur vraiment nous construire quelque chose, une famille à nous en fait. Voilà, tout à fait. C'est beau. Nour, Zena, est-ce que vous souhaitez raconter justement votre parcours pour devenir maman jusqu'ici ? Parce que bien sûr, l'aventure ne fait que commencer. Alors, le début, comment ça s'est fait ? On s'est pas mal renseigné en fait au niveau de la PMA. En France, la PMA n'est pas encore légale, ou en tout cas ne l'était pas à ce moment-là, il y a quelques années. On a commencé à regarder un peu du côté des associations de parents LGBT. On a adhéré à une association de parents LGBT. Et cette association-là nous a mis en contact avec des couples comme nous, qui étaient dans la même situation que nous, dans la même démarche, un début de démarche. On a eu, c'est en fait des réunions autour d'un apéro où on fait connaissance. Et ensuite, ces groupes de couples sont amenés à se réunir à plusieurs reprises et de discuter de ces projets-là. Et c'est comme un partage d'expérience en fait, parce que chaque couple aura fait déjà un bout de chemin, donc c'est le partage de ce bout de chemin avec les autres. Et c'est vrai que ça nous a donné pas mal d'idées sur les destinations, sur où aller faire la PMA, sur comment gérer. Je sais pas, il y en a qui étaient déjà avec un projet beaucoup plus abouti, d'autres avaient déjà leur enfant avec elles. Donc voilà, c'était très enrichissant. Et on a commencé à faire nos démarches après pour lancer la PMA. Et la question qui s'est posée, c'est par rapport au donneur. Voilà, on s'est posé cette question-là à un moment donné. Est-ce qu'on voulait qu'il soit connu ou pas, tout à fait. Anonyme ou pas. Et ça joue beaucoup en fait en fonction des pays justement où la PMA est autorisée, si le donneur est anonyme ou pas. Donc c'est fondamental en fait le sens de la question. C'est-à-dire est-ce qu'on souhaite que notre enfant à ses 18 ans puisse avoir des renseignements sur son géniteur ou pas. Et puis ça change toute l'histoire aussi de l'enfant. Donc c'est pas que par rapport au pays qui le permettent ou ne le permettent pas. Mais c'est aussi toute l'histoire qu'on va raconter à l'enfant quand il va nous poser la question.
Parce que voilà, chaque enfant, qu'il soit né dans un couple homoparental ou dans un couple hétéro, pareil, la question se posera un jour. Donc voilà, notre histoire à nous, c'est son histoire à lui, ce bébé. Et il fallait qu'on soit au clair là-dessus et qu'on soit d'accord sur le choix qu'on allait faire et sur l'histoire qu'on allait raconter, justement. Parce qu'il ne faudrait pas non plus que ça perturbe l'enfant plus tard. Et donc voilà, on a décidé de partir dans un pays où on avait le choix de dévoiler l'anonymat à partir des 18 ans de l'enfant. C'était notre première étape de franchie. Et après, tout le reste a suivi. Oui, bon, dans le détail, dans le détail, encore une fois, après, tout est lié au donneur. Est-ce qu'on veut que le donneur nous ressemble? Est-ce qu'on veut qu'il ait des origines ethniques semblables à nous ou pas? Donc ça aussi, c'était une question décisive dans notre choix. Donc nous, on souhaitait quand même quelqu'un qui ait des traits en fait similaires aux nôtres. Et donc, pour faire ça, le mieux, c'est de passer par la plus grande banque de sperme connue qui est Cryos, en fait. Et donc, nous sommes passés par Cryos pour choisir un donneur, pour ensuite se faire livrer les paillettes dans la clinique de fertilité. Parce que Cryos, c'est basé où? Ça fonctionne comment? C'est au Danemark. C'est une banque de sperme européenne qui est utilisée en fait à peu près dans tous les pays qui font la PMA, y compris en Belgique et en Espagne. Ils utilisent Cryos. Donc il y a deux grandes banques de sperme en fait, c'est Cryos et European Bank Sperm. Donc c'est les deux. Donc en fait, les gamètes peuvent partir dans les différents pays. En fonction de la législation du pays, bien sûr, si le pays l'accepte. Ouais. Même en France, pour les PMA qui ont été de façon entre guillemets faites illégale, elles viennent en général de paillettes livrées par Cryos. D'accord. Donc, voilà. Et donc on s'enregistre sur Cryos, on achète les paillettes, on les fait livrer. Ah, donc on les achète. Ouais. On les achète, on les fait livrer à la clinique de fertilité. Et ensuite, on va à la clinique de fertilité qui va nous demander plein de tests qu'on va faire. Et là, on fait l'insémination qu'on paye en plus des paillettes qu'on a pu acheter, quoi. D'accord. Les paillettes, on les achète... on achète un package, j'imagine, un lot, je sais pas. Non, même pas. On peut acheter à l'unité. Mais en fait, c'est à l'unité, mais c'est condensé dedans. Mais c'est pour une insémination. C'est ça. C'est une injection. C'est ça. Et chaque lot fait pour l'insémination, c'est un peu plus de 1 000 € quand même. Ouais. C'est pas pour toutes les bourses. Non, c'est le cas de le dire. Non, c'est pas pour toutes les bourses, c'est clair. Entre l'achat de la banque et l'insémination, on est à peu près à 1 500 € par tentative à minima. Ça, c'est sans compter le déplacement et toutes les autres choses à faire, quoi. Oui, parce qu'il faut quand même y aller, il faut dormir sur place peut-être au moins une nuit. Et tout ça, c'est absolument à vos frais. Absolument tout. Oui, parce que c'est souvent millimétré aussi. L'insémination, elle est calculée par rapport au pic d'ovulation, donc au jour où la personne qui va se faire inséminer est à son pic d'ovulation. Donc il y a des tests à faire en amont, et puis le jour où ces tests-là donnent des petits indices avant, donc dès que ces indices-là commencent à apparaître, il faut prendre... moins de 24 heures pour faire l'insémination. Faire sa petite valise et partir tout de suite. Donc les vols au dernier moment, ça coûte super cher. Les hôtels aussi, pareil. Puis il faut gérer le travail, plein de... Et le temps d'ouverture de la clinique, donc faut quand même si on arrive le jour même, si la clinique a déjà fermé, elle a déjà fermé, donc faut attendre le lendemain. Des fois, attendre le lendemain, c'est déjà risqué, c'est déjà trop tard, donc ça ne sert à rien d'y aller. Donc oui, en soi, on a un peu galéré, c'est le cas de le dire, parce que voilà, entre années de confinement et de restrictions avec les mesures de restrictions de voyage, avec les mesures sanitaires qui ont déjà réduit de beaucoup les transports et les voyages. Et en plus, le fait d'avoir le bon timing pour faire coïncider le pic d'ovulation avec les bons tarifs, les bons vols, les bons hôtels,
Donc voilà, c'était un tout et il fallait jongler entre tout ça et trouver le meilleur moment pour y aller. Donc on a fait quelques tentatives et puis maintenant, cette tentative-là, la dernière, elle a fonctionné et puis on est très heureuse. Au bout de combien de temps, du coup? En durée, c'est 2 ans, Ouais. mais avec le Covid. Mais très entrecoupé. Voilà. En 2 ans, on a réussi à y aller 4 fois. En termes de tentatives, c'était 4 fois. Bon, on est ravis, en tout cas, que ça ait bien fonctionné, au final. Ça valait le coup. S'il y avait une chose à retenir de ce parcours, qu'est-ce que ça serait? Pour l'instant, hein, évidemment, l'enfant n'est pas encore né, donc voilà. Mais juste ces 2 ans-là, si vous deviez retenir quelque chose, qu'est-ce que ça serait? Alors pour moi, c'est la résilience. Il faut être résilient. Il faut être résilient, persévérant, ne pas lâcher. Au retour, il faut attendre 2-3 semaines, refaire des tests. Dès qu'il y a un petit retard de règles, on se fait plein d'idées, on se dit c'est bon, ça y est, ça a marché, voilà. On commence à avoir plein d'espoir pour qu'après ça ne marche pas. Donc c'est très frustrant, c'est très décevant, mais il ne faut pas lâcher l'affaire parce que voilà, pour moi le mot d'ordre c'est résilience et vraiment ne pas lâcher. Je pense qu'on a eu de la chance par rapport à la clinique qu'on a choisie, c'est que c'était pas hyper médicalisé et c'était très humain. Et je pense que c'est très important dans une telle démarche. Et moi, ce que je retiens, c'est que le jour où le test a été positif, quoi. Ah oui, ça, si tu veux retenir si je retiens une chose, c'est une ça, journée quoi. phare, c'était nos réactions face au test de grossesse. On n'arrivait plus à lire, on n'arrivait plus à comprendre. C'est comme si on était illettrés, on avait le schéma devant nous, la petite notice qui expliquait quand est-ce que c'est bon, quand est-ce que c'est pas bon. On a dû faire plusieurs et tests. on relisait, on comprenait pas. Et en fait, on a dû faire 2 tests pour être sûre et certaine, parce que tellement on n'y croyait pas. Et je pense qu'on s'en souviendra jusqu'à la dernière minute de notre vie. Est-ce que vous auriez des conseils, principalement pour des auditrices du coup, qui pourraient envisager des démarches similaires? Ne pas stresser. c'est facile à dire, c'est plus compliqué à faire. Mais voilà, bon, nous déjà on a eu de la chance au bout de 4 tentatives, et 4 tentatives on a senti déjà que c'était frustrant à chaque fois, il y avait de la déception, mais je sais que pour certaines personnes ça peut être des dizaines de tentatives, donc c'est pas évident. Et donc c'est vraiment on a parlé de résilience, Zena, mais c'est vraiment de poursuivre et de continuer et voilà, s'il y a vraiment un désir d'enfant, faut aller jusqu'au bout et ça finira bien par marcher, quoi. Oui, faut pas laisser la peur prendre le dessus. Du moment où le projet est clair, et le projet est de faire un enfant parce que voilà, l'envie elle est là, l'amour est là aussi. Donc voilà, faut mettre les moyens pour le faire et puis il faut être prêt. Parce que ce n'est que le début, et puis avoir un enfant, c'est un challenge. Donc ça fait partie, là, le fait de le faire et de pouvoir avoir un parcours pour le faire, c'est formateur, on va dire. Et puis voilà, ça ne fait que renforcer la personne ou le couple, si c'est en couple, parce que ça peut être une personne seule comme une personne qui est en couple. Pour certains couples, ça peut être très compliqué. Surtout si on essaye et ça marche pas, ça peut amener. Et bon, on est dans un couple monoparental, mais ça peut être le cas aussi dans n'importe quel couple. Tout à fait. Alors maintenant que c'est imminent, bon, il reste quand même encore quelques mois pour s'y préparer, mais disons que c'est plus si loin que ça. Est-ce que ça vous fait peur de devenir maman, du coup? Et qu'est-ce qui vous fait peur à chacune, si c'est le cas? Oui. Là, oui, on a peur. Là, pour le coup, on a peur parce que c'est plus la peur pour nous, c'est la peur pour quelqu'un d'autre. Et pour quelqu'un qui n'est pas encore là, mais qui commence à se faire sentir, qui commence à se faire voir, on commence à voir le petit ventre,
On commence à sentir les petits coups de pied, coups de coude, coups de tête, j'en sais rien. Mais voilà, le bébé est là. On le sent bien. Et oui, ça ne fait que faire monter en fait une peur. Mais parce qu'on n'est pas encore dedans, je pense. Une fois qu'on sera dedans, cette peur s'estompera et on sera vraiment dans la gestion du quotidien. On essaiera de doter ce bébé de tout ce qu'il faut en termes d'éducation, en termes d'amour, en termes de communication. Et puis on essaiera de tout lui donner. Et après, est-ce que ça va suffire ? Ça restera la question, mais est-ce que ça a jamais suffi ? Est-ce que tous les parents ont été formés pour devenir parents ? Je pense que personne ne l'a été. Oui, et c'est sûr qu'on a peur. C'est sûr qu'on n'a pas peur. On est angoissé, on est terrorisé, on est terrifié. On n'endort pas la nuit. Bah là, c'est le saut dans le grand inconnu. Ouais. On sait pas. Enfin, que ce soit la maternité en général, que ce soit en plus notre situation. Enfin, c'est vraiment, on sait pas ce qui nous attend. On sait pas ce qu'attend l'enfant. Si c'est un garçon, on a peur que comment il faut l'éduquer pour être un bon garçon. Si c'est une fille, un vrai gentleman. On a peur de tout ce qui peut arriver aux filles dans le monde. Donc, c'est vraiment là, nos pensées vont dans tous les sens. C'est vraiment, ouais, la peur, elle est là, en effet. C'est la peur pour le bébé, mais la peur, est-ce qu'on sera à la hauteur, est-ce qu'on fera les choses bien C'est compliqué parce qu'on sait pas. C'est vrai que comme on est un couple homoparental, finalement. Tout va être différent, qu'on le veuille ou non, que ce soit pour l'enfant, que ce soit pour nous, que ce soit pour le regard des autres, que ce soit l'éducation. Donc il y a tout un système à construire qu'on ne maîtrise pas encore et de toute façon qu'on ne maîtrisera jamais, qu'on va apprendre au fil de l'eau. Que vous allez inventer peut-être ? Oui. Qu'on va inventer mais qu'on ne va pas du tout maîtriser. Donc il y a le risque de ne pas pouvoir le maîtriser. Du coup, ça éveille en nous quand même pas mal de peur. En tout cas, ça crée en nous pas mal de peur pour l'avenir. Et on se dit, voilà, est-ce que des fois on se pose la question si on a fait le bon choix, le choix justement de la maternité ou pas. Quand on voit tout ce qu'il y a comme harcèlement dans les écoles, tout ce qu'il y a comme harcèlement dans la rue, tout ce qu'il y a par rapport à des couples gays ou homo, ou la vie des enfants en fait dans une famille homoparentale, on se pose des questions. Vous connaissez pas de personnes justement qui ont des enfants plus âgés qui seraient dans des cas peut-être un peu similaires ? On connaît un peu, pas beaucoup, mais je pense que même si on connaissait, ce serait pas forcément applicable à notre situation parce que finalement il n'y en a pas tant que ça. Et là où on va être, là où notre enfant va être, il va être le seul dans sa classe. Enfin, il sera toujours minoritaire, donc il y a toujours la peur de comment les autres vont le traiter, de ce qu'il peut recevoir. Donc voilà, charge à nous de le doter des bons outils, des bons réflexes, de la bonne éducation. Mais comment est-ce qu'on la définit cette éducation ? C'est ça qui est le plus difficile. De toute façon, on pourra jamais le protéger de tout, puisque la société est là finalement, et donc on va faire de notre mieux pour lui expliquer les choses. Mais ça veut pas dire qu'il va vraiment être blindé, quoi. Mais il n'y a pas que de la peur. Moi, j'entends beaucoup d'excitation aussi. Je vois des sourires, je le dis pour nos auditrices et nos auditeurs, hein, je vois des grands sourires. Des petites larmes aussi. Des petites larmes. Pas très loin. C'est les hormones. C'est les hormones. Non, mais bon, je sais pas. Pour ma part, oui, il y a certainement la peur, mais je pense, comme je l'ai dit, quand le bébé sera là, on sera dans la gestion du quotidien et on va pas être là à se focaliser que sur nos peurs, que sur tout ce qui attend ce bébé. Après, peut-être que je le dis pour me remonter le moral, parce que je sais que je vais être une maman poule, très maman poule. Donc voilà, je pense que j'ai ce côté-là déjà avec les adultes, mes proches adultes. Donc je ne sais pas comment je vais réagir avec mon propre enfant, ma propre chair. Donc là, je pense que va falloir que je travaille sur moi-même là-dessus pour que je ne sois pas trop dans l'extrême protection, pour ne pas étouffer l'enfant.
C'est sûr qu'on est super heureuse et qu'on a hâte aussi. Ah C'est oui, sûr, on a c'est sûr hâte, qu'il n'y a pas que l'angoisse de l'avenir, quoi. Il y a tout cet amour qu'on a déjà pour ce petit truc. Comment vous vous sentez aujourd'hui ? Fatiguée. Déjà fatiguée. Non, bah après là ça rejoint un peu je sais pas si ça rejoint l'action d'avant, mais c'est sûr qu'on est à la fois angoissé et puis super excité de ce qui nous attend, et voilà, tout reste à faire, donc c'est vrai que on le réalise pas vraiment. Non, on le réalise et on le réalise pas vraiment. On sait que c'est une nouvelle vie qui nous attend finalement. Donc bien sûr ça nous angoisse, et en même temps on est super heureuse parce que c'est ce qu'on voulait et c'est ce qu'on veut encore, et on a hâte de construire cette nouvelle vie avec cette nouvelle famille. Mais comment on se sent dans la vie de tous les jours, je crois que c'est pas mal d'angoisse et pas mal de bonheur en même temps. Oui, c'est un mélange de bonheur et d'angoisse. Après, c'est vrai qu'au premier trimestre, moi j'étais vraiment très angoissée, j'étais très fatiguée, j'étais pas du tout en forme. Mais bon, c'est le premier trimestre, apparemment chaque femme le vit d'une manière. Donc moi je l'ai un peu mal vécu, et je pense que j'angoissais beaucoup aussi. Il y a une part d'angoisse et de peur parce que je ne voyais pas ce petit bébé, ce petit quelque chose qui était en moi. Je ne réalisais pas en fait tout le changement qui était en train de se faire dans mon corps, et je perdais le contrôle de mon corps en fait. C'est vraiment ça, perdre le contrôle de son corps. Les hormones, elles prennent le dessus et elles font ce qu'elles veulent. Et du coup, on ne s'y retrouve plus du tout. Moi, ça me terrifie, ça. Ça m'a terrifiée, hein. J'étais pas bien du tout, et ça m'a rajouté une angoisse dont j'avais pas du tout besoin, surtout à ce moment-là, parce que j'étais en plein changement à plein de niveaux. Mais bon, voilà, maintenant, après les différentes échos, maintenant que je commence à voir le ventre qui commence à pousser, je commence à sentir le bébé bouger, ça me rassure. Et puis je me suis faite un peu à l'idée aussi de perdre un peu le contrôle. Et puis c'est pour la bonne cause, donc voilà, c'est pour une bonne chose. Oui, c'est pour ça que maintenant l'angoisse commence à se transformer en émotion plutôt positive, et puis là maintenant j'ai hâte de rencontrer le bébé, et puis j'ai hâte qu'on puisse aller encore de l'avant, et puis continuer à construire cette aventure que j'espère sera belle à tous les niveaux. On vous souhaite beaucoup de bonheur en tout cas. Encore félicitations. Merci. Les filles. Merci beaucoup d'avoir témoigné dans Anti-Héroïne. C'était vraiment très intéressant, et j'espère qu'on aura l'occasion de vous revoir dans ce podcast. Merci les filles. Merci. Ce que nous ont livré ici Zena et Nour, avec bienveillance, générosité et humour, leurs doutes, leurs angoisses, me renvoie à ma propre peur de l'inconnu, et quelque part à cette même incertitude qui m'a conduit à entreprendre des démarches pour prolonger ma fertilité. J'ai retenu notamment cette confidence de Zena qui, après avoir été fortement bouleversée par l'incapacité de garder le contrôle de son propre corps au cours des premiers mois de sa grossesse, s'est progressivement résolue à lâcher prise. Ce fameux lâcher prise dont les anxieux ont du mal à entendre parler. Qu'est-ce que c'est d'autre finalement que d'accepter l'incertitude, l'inconnu ? Merci pour votre écoute et à très bientôt.